C'était la maman, oui, la maman de mon père, Chira. On les appelait les enfants des chapeaux de paille, enfants de Bicot. Ils vécurent leur enfance dans une société coloniale injuste et inégalitaire où l'accès à l'école est conditionné. Je ne sais pas si Tayeb Haïfa vous l'a raconté, je le raconte dans un de mes livres. Quand il a fallu qu'il aille en classe, la seule école qui aurait accepté, de toute façon c'était l'école catholique, hein, l'école publique ne s'en occupait pas, ou très peu, et donc pour rentrer à l'école catholique il fallait avoir un nom de baptême. Autrement, il n'aurait pas pu rentrer, donc il a été baptisé Jean-Pierre, c'est comme ça qu'il a pu aller à l'école. Autrement il n'aurait pas été. C'est que nous ne pouvions aller à l'époque à l'école publique parce qu'on était justement harcelés par des genres d'insultes salbicaux, et ce qui explique que j'ai été, moi, à l'école privée avec mon frère aîné et une sœur, à cette époque-là, dans les années 1950, et on a dû être baptisés. Et c'est comme ça que j'ai un prénom, moi, Jean-Pierre. Sinon, à l'état civil, j'ai pas de prénom Jean-Pierre. On a souffert, nous, quelque part, parce qu'ils ne nous appelaient pas des Arabes, ils nous traitaient de bicots. L'après-bagne n'a pas été de tout repos pour les déportés et leurs enfants. Seul le courage et la persévérance leur ont permis de survivre et de féconder cette terre. Ils n'avaient pas d'autre alternative que de travailler pour survivre. Leur attachement à la terre était synonyme de vie. On a tous travaillé. Il nous a fait travailler. Papa, mon père, il avait beaucoup de terrain. Il avait du bétail, beaucoup. 3 centaines de bétail. Il avait des chevaux. Il avait tout ça. À Bogen, hein. Alors, là, il fallait travailler, il fallait tourner la terre. Il y avait la charrue, il y avait les bœufs. Moi, je marchais devant les bœufs, parce que j'étais petite. Et ma sœur, Chira, elle tenait la charrue derrière, comme un homme. Pour récolter du maïs. Après, cette récolte, on l'a ramassée. Après ça, on l'a vendée pour pouvoir vivre. Voilà. Et c'était dur. On faisait le lait avec le bétail, on faisait le beurre avec les vaches, on faisait notre café nous-mêmes, on faisait notre pain nous-mêmes, le riz on le plantait nous-mêmes, on faisait tout. Je vous dis, la seule chose qu'on achetait, c'était le sucre. C'est tout. Tout le reste on le faisait. La souffrance du bagne, la pression de l'après-bagne et les différentes lois imposées par l'administration française n'ont pas fait oublier aux déportés leurs valeurs, leurs coutumes et leur religion. Bon, ma religion, c'est ma religion, c'est ma religion. Je mourirai mahométan, je suis né mahométan, je mourirai mahométan. Dans son livre, Collinet rapporte: une chose est certaine, les premiers Arabes concessionnaires ne renient pas leur religion. Ils prient régulièrement, 5 fois par jour. Ils refusent de boire de l'alcool et ne mangent pas de porc. Ils jeûnent selon les prescriptions du Coran. Suivez sa religion, son carême. Alors quand il a plus vu, il a continué à faire son carême jusqu'à la dernière année de sa vie. Et il nous demandait toujours, c'est sûr, c'est vrai qu'il ne fait pas jour, et est-ce que c'est vraiment, c'est la nuit? Parce qu'il ne voyait plus du tout. Hein. Papa, c'était carême, arabe. Oui, Ramda. C'est le carême. Ramda, oui, le carême arabe. Le carême arabe. Alors là, moi j'ai voulu faire carême, parce que on voyait papa, il mangeait bien le soir. Au moins, il faisait du bon manger pour mon père, parce qu'il faisait carême. Alors on a bu ça. Moi et puis mes 2 sœurs, on a dit, ben nous aussi, on va faire carême, comme ça on va bien manger le soir. Alors, la grande fête, je vous dis, c'est la Shoah ou la Eid al-Kibir, hein, c'est tout. Après, c'est des sadaqas, des prières, tout ça, moi je ne venais pas, j'allais pas. Il y avait que les hommes, il n'y avait pas les femmes. On appelait ça les fêtes de Sidi Kader Jilali. Ah oui, c'est Kader Jilali. Qui est à Bagdad?
Ah oui, il y avait beaucoup de monde, on tuait un bœuf. On tuait un bœuf, on faisait manger et tout. On faisait tout. Ah bon? Ah oui, il y avait à manger, mais pas les femmes, hein. Ah, pas les femmes. Ah oui, pas les femmes, juste les hommes. Et les femmes, ils ne faisaient pas de la cuisine. Ah oui, voilà, les femmes faisaient la cuisine. Voilà, et eux? Ah oui, c'était défendu que les femmes, ils vont avec les hommes. Là-bas dans la longueur. Ah, voilà. Juste les hommes. Taïeb Haïfa nous surprend en surgissant devant nous en tenue traditionnelle. Eh bien, cette tenue, pour moi, elle est importante parce qu'elle rappelle des vieux souvenirs que j'ai encore en mémoire, même si je n'ai pas beaucoup connu mon père, mais je me souviens de mon père avec son gandoura blanc et puis son burnou lors donc des fêtes, et plus particulièrement celle que j'ai encore en présence. Eh bien, ça a été la grande fête des circoncisions où nous étions 6 à être circoncis, et donc mon père portait sa gandoura blanche. Et les autres vieux arabes donc de Nessadiou et de Bogen, qui faisaient partie des festivités, eh bien, étaient un petit peu habillés à l'identique. Donc ça me rappelle cette époque qui remonte maintenant quand même à presque, pas de l'ancien temps, mais qui remonte quand même on pourrait dire à pratiquement 60 ans. Les déportés qui ont vécu sur ce territoire ont su créer l'ambiance du pays en préservant les traditions. Avant ici, les mariages, c'était en voiture à cheval. Puis jusqu'à Bourgogne, là-bas, les gens étaient en voiture à cheval, le marié puis la mariée. Et puis les Arabes, ils conduisaient de chaque côté avec les fusils. Tout le long de la route, ils tiraient des coups de fusil. Aller-retour, ah oui, c'était beau. On a appris, on dansait arabe. On était 3. Alors là, écoutez, pourquoi on était contents pour danser arabe? Parce qu'ils nous mettaient plein d'argent dans les cheveux. Les Arabes, ils mettaient de l'argent dans les cheveux. On avait plein d'argent. Quand ils voulaient faire une petite fête, ou alors quand ils avaient fini le carême, ils faisaient la fête, alors tout le monde était là. Tout le monde apportait son petit présent. Et puis alors, des fois ça durait, on jouait la musique, et puis on dansait toute la nuit. Oui. 130 ans après, les descendants se souviennent de ces moments forts vécus avec leurs vieux. Un grand souvenir des Arabes. Parce que nous avons été tous dans une bonne entente. On a été familiers avec les Arabes. À cette époque, les gens ne vivaient pas sur le matérialisme. Nous nous aidions les uns les autres. Et donc, il y avait un sens du partage. Donc, qui dit partage, dit donner. Qui dit donner, c'est aussi se faire plaisir. Parce qu'on a souvent plus plaisir à donner qu'à recevoir. Et ça, c'était une époque forte, qui différencie aujourd'hui les gens d'un certain matérialisme, qui fait que plus les gens ont, plus les gens veulent. Et ça, nous l'avons, nous, hérité de nos parents. Nos parents étaient pauvres, donc ils partageaient avec les pauvres ce qu'ils avaient. Nous n'étions pas miséreux. Mais nous n'avons pas d'argent et ça ne nous gênait pas, on vivait bien. Ah ça fait partie des points forts de mon enfance. Le partage, la solidarité, la cohésion, autant de valeurs qui lient cette famille à leur grand-mère Messaouda, symbole d'un passé et vecteur d'une tranche d'histoire, léguée par Rabah Ben Issa, mort en exil. Rabah Ben Issa, au cool, c'est mes tontons quoi, tout ça c'est mes tontons. Alors voilà, je les brosse bien fort, je leur dis bien bonjour bien fort, mais mon père il est mort, Rabah Ben Issa il est mort, mout. Ils vont repartir? Oui. Ils vont repartir en Algérie? Oui. Ah ben alors. Tu veux aller avec? Tu veux partir? Non, j'aurais voulu faire voir la photo à papa. Il n'y a pas moyen. Elle souhaitait nous confier sa photo pour qu'il repose en paix en Algérie.
Nombreux sont ceux qui n'arrivent pas à s'adapter. Ils avaient la nostalgie de l'Algérie. Même après avoir purgé leur peine, ils étaient astreints à résidence perpétuelle en Nouvelle-Calédonie. On disait que la déportation, c'est une condamnation à mort. On disait que c'était une condamnation virtuelle à mort. Mais en fait, les conditions de la déportation ont fait que cette condamnation à mort a été exécutée par les conditions même de la déportation. C'est ce qu'a vécu le premier déporté algérien, Brahim Ben Mohamed, qui a été libéré avec condition de demeurer sur le territoire. Il est mort sans retourner dans son pays, sans revoir sa famille. Il est mort après 41 ans d'exil. Il décédera à Bouraï en 1905. Et il a eu donc un séjour assez difficile, puisque j'ai retrouvé qu'au cours d'une tentative d'évasion, il avait été repris et donc avait subi la punition terrible de l'époque de recevoir des coups de martinet, c'est-à-dire des coups de fouet, hein, qui étaient extrêmement douloureux. Combien sont-ils à n'avoir jamais pu retourner au pays? Aujourd'hui, les descendants se souviennent, et souvent, ils pleurent leurs vieux. Ils pleuraient, ils racontaient en arabe, nous on ne savait pas ce qu'ils disaient, on ne pensait pas, on ne pouvait pas savoir. Mais ils pleuraient, ils venaient à la maison, ils pleuraient. Ils pensaient toujours à repartir. Il n'était pas chez lui ici, il n'était pas chez lui. Chez nous, chez mes parents, on avait 6 vieux que j'écoutais parler, qui nous parlaient quand on leur servait le café ou qu'on leur donnait à manger. Ils savaient qu'ils ne retourneraient plus. Ils avaient fait des démarches, mais ça n'a pas marché. Il y en avait un, il avait peut-être 100 ans, peut-être 90 ans. Zaïd, il ne connaissait pas son âge. Ouais. Il est mort à 14 ans. Mais il nous a dit qu'il ne savait pas pourquoi il était venu. Parce d'une perte de lui, qu'est-ce qu'on peut faire? Il était trop âgé. C'est ce qui m'a toujours plus touché, c'est que déraciner quelqu'un comme ça, c'est terrible ça. Ah, il parlait souvent de son pays. Mais bon, il n'avait pas eu les moyens de retourner. Et on sentait quand même, quand il me parlait de son pays, il était triste, quoi. Il aurait voulu revoir son pays, ça c'est sûr. Hein. D'éloignement. Et moi, ça m'a terriblement marqué. Je suis révolté. Je n'admets pas qu'on puisse enlever quelqu'un de chez lui, hein, aller dans un pays, prendre quelqu'un, puis le mettre ailleurs comme ça. D'abord, on n'a pas le droit de le faire. Hein. Et puis sans condition de retour. Hein. Quand ils faisaient la prière, qu'ils se réunissaient pour faire la prière, parce qu'il y avait un moment où ils faisaient la prière, parce qu'ils priaient pour que ça arrête ce qui se passait en Algérie. Surtout, ils ne voulaient plus de déportation, ils voulaient retourner chez eux, mais ils n'avaient pas un statut qui pouvait les aider pour repartir. Donc s'ils voulaient repartir, il fallait qu'ils vendent ce qu'ils avaient et payer leur voyage. Ils avaient toujours l'idée de retourner chez eux. Il y avait un nommé Mohamed Belhaj, il s'appelait. Et il était imam ici. Et c'était lui le banquier des Arabes. Celui-là qui gagnait 1 franc, 2 francs, il mettait chez lui. Puis quand il était réhabilité, à ce moment-là, il disait, ben voilà, tu as assez d'argent pour payer le voyage, tu repars chez toi. Et les rares qui avaient réuni le prix du passage en bateau étaient accompagnés jusqu'au quai par les autres pour un ultime adieu. Alors mon grand-père, ça là, comment on agit, il était pour partir, il avait ramassé sa femme, les gosses, pour partir retourner en Algérie. C'est en 2, 3, 4, en 3, 4, 5 par là, 1904, 1903 par là. Il a vendu la propriété à son grand-père, à Boufouniche. Puis il avait pris sa femme et puis ses 4 gosses. Il y avait Belkacem, Sidderk, Ambarka, ma mère, et Aïcha. Ils ont passé avant, il faut prendre le bateau pour aller à Nouméa. En arrivant là-haut, il y a beaucoup d'Arabes, ils ont été pour le départ. Puis alors, quand il a monté sur le bateau, les autres, ils étaient en bas, et puis il y en a qui pleuraient. Il y en a qui allaient à dire adieu, le vieux, il a fait une crise cardiaque, il a tombé.
Ce sont des histoires vraies, racontées par les enfants d'hier, hommes d'aujourd'hui. Des histoires d'une telle douleur, d'une telle souffrance endurée par ces vieux, jetés dans le Pacifique sans espoir de retour, laissant derrière eux parents, épouses, enfants. Ce qu'il faut savoir, c'est que la séparation, l'éloignement, l'isolement, c'est quelque chose de terrible pour un homme et pour des femmes, et pour leurs enfants. Il souffrait de l'éloignement, beaucoup, de la séparation de sa famille. Plusieurs fois, j'ai vu recevoir des courriers, il ne savait pas lire. Il ne lisait pas, mon père. Et quand il recevait, et tu te souviens de ça, il pliait le courrier, puisqu'on était tous là autour pour attendre. Le courrier arrivait par bateau et ça mettait des mois, sinon peut-être une année, je ne sais pas. Et à ce moment-là, il avait beaucoup de chagrin, il laissait tout, il partait. Quand on venait pour lire le courrier, on ne savait pas non plus, parce que c'était écrit en arabe. Alors c'était vraiment l'isolement total pour lui. Il pleurait. Il partait en courant, il se tenait la tête, il courait, on ne le voyait pas jusqu'au soir. Il souffrait, et c'était ça, c'est tout. Ça, je me souviens. Jusqu'à sa mort, son père a pleuré sur son sort. Ben oui, puis maintenant on a suivi la... Certains ont conservé religieusement quelques photos de leurs vieux. Venez, je vais vous présenter mes grands-parents et mes parents. Donc voici ici mon arrière-grand-père avec des enfants Gouassem, donc je ne connais pas. J'ai une lettre justement où est marqué les noms des enfants qui sont avec lui. Ici c'est mon grand-père. Ici c'est mon père avec les petits-enfants. Ici c'est mon arrière-grand-père, je ne sais pas cette personne qui est ici. Je ne sais pas si c'est un Gouassem, je ne peux pas vous dire. Et ici c'est la famille de ma grand-mère avec son papa. Voilà. Et ici, voilà mon père et ma mère. Ma mère c'est son père c'est un Sedok Gouassem nous présente avec fierté ces vieilles photos en leur annonçant avec émotion notre arrivée. Puis ici aussi, c'est voilà, des enfants que je ne peux pas vous dire exactement, mais je pense que c'est des enfants de notre famille. Hein. Tandis que moi, je garde toujours une nostalgie quand même. Parce que moi, dans mes veines, il y a quand même du sang qui coule quand même, que je veux garder ça. D'autres gardent les témoignages enregistrés des histoires des vieux. Eh bien, après, il s'est fait sa petite plotte, et puis il est parti. Un bisque, mon père, il m'aimait bien, parce que je suis seul brin de la famille, que je tire de mon père. Mon père, c'était moi. Alors votre grand-père, il est retourné au pays? Il est retourné, il avait 86 ans, madame. À 86 ans. Vous vous en rappelez du départ de votre grand-père au pays? Oui, je m'en rappelle très bien parce que mon grand-père, il m'estimait bien parce que quand il me parlait, c'est toujours en arabe, jamais en français. Et puis le jour où il a voulu partir, il a dit à mon père, il a dit à maître, il a dit je vais emmener là aussi avec moi. Et mon père, il a dit non. Il a dit, celui-là, tu le laisses, tu prends un des autres. Ah, il dit, non, si je prends un des autres, je ne prends pas. Il est parti seul. C'était terrible ici, la Calédonie, vis-à-vis des vieux bagnards. Ils ont souffert. Je sais pas, toute notre descendance à nous. Nos parents, ils ont souffert, tellement pas souffert que nous, maintenant, ben, qu'est-ce que vous voulez? On y pense souvent. On y pense souvent, ces vieux parents. Vous y pensez souvent? Ah oui, souvent mon père. Le voilà mon père. Oui, il y a une photo là. Et il y a un monsieur qui est assis sur une chaise et autour plein d'enfants. C'est mon père, ça. C'est triste quand même, de voir son père souffrir comme il a souffert.
Cette souffrance, cette séparation décrite par Lawsine Gouassem, les photos vous la racontent. L'une est prise à Biskra, l'autre à Bouraï en Nouvelle-Calédonie. Abdelrahman, le père et Mohamed, le fils, ont été déportés en 1896. Le destin les a séparés après 33 ans d'exil. Le père est rentré en Algérie et le fils est demeuré à Bouraï en Nouvelle-Calédonie. Et cette séparation a été terrible pour les deux. Voilà une lettre d'Abderrahman Gouassem. Alors lui, à 85 ans, il est rentré à Biskra et il écrit à une commission parlementaire d'enquête. En décembre 1933, mon fils, dont l'état de santé est précaire, a manifesté le vif désir de me rejoindre à Biskra, son pays natal, avec sa famille. Mais ses moyens pécuniaires ne lui ont pas permis, hélas, de donner suite à ce projet. Et il continue. Étant actuellement âgé de 85 ans, ma suprême consolation serait, avant de rejoindre l'au-delà, de voir mon fils et les siens auprès de moi. Ainsi prendra fin le long calvaire que j'ai dû gravir pour un crime que ni mon fils ni moi n'avons commis. Ainsi se trouvera exaucé mon vœu le plus cher, celui de voir réunis autour de moi, avant que sonne pour moi l'heure de la grande séparation, mon fils et mes petits-enfants. La réponse tomba. Rien ne saurait justifier le transfert en Algérie, aux frais de l'État, de l'ancien condamné Gouassem Mohamed et de sa femme Victorine Charlotte Roy et de ses 7 enfants. Malgré tout l'intérêt que peut présenter la situation du sieur Gouassem, il n'est donc pas possible de donner une suite favorable à sa requête. On a constamment des choses comme ça, c'est-à-dire les gens devant l'arbitraire de l'administration, les gens sans démunis, sans argent, il ne peut pas faire le voyage. Apparemment, ils ont été réhabilités, et puis voilà, ils n'arrivent pas à réunir la famille. Mohamed, le fils de Abdelrahman, s'éteint en Nouvelle-Calédonie sans revoir son père ni son pays, en laissant à sa mort un testament à ses petits-fils, testament que Seddoq tient à honorer. Avec votre passage chez moi, je pense que je reverrai la famille de chez moi, la famille Gouassem qui est là-bas. Inch'Allah. Seddoq Gouassem nous confie 3 photos qui nous serviront de repères et de guides dans nos recherches. Nous sommes à Biskra, à 22 000 km de la Nouvelle-Calédonie, sur les traces de Abdelrahman Gouassem. Dans cette ville, nous avons pu retrouver la famille Gouassem, une grande famille de la ville. Saïd Gouassem nous accueille en calèche, utilisée encore de nos jours. La nouvelle s'est propagée dans la famille Gouassem, et tous se sont précipités chez Saïd en quête de nouvelles de la famille de Calédonie. Très surpris de voir cette photo de sa famille, prise à Biskra, une photo qu'aucun membre de la famille en Algérie n'avait jamais vue. بس يا لونطو هذه هي الاخرى انا اللي راهي في الدار وهذه ام بونير هذه من الريمه والراجل هذا شو ما تعرفوش ما عرفتوش انا هذا سيدي دحر سيدي دحر هذا بالبرنوس كان مدير هذا ما عرفتوش هذاك ما عرفتوش نقول لك عليهم هذا ماني لقيت بركه منهم هما ايه هذا مع عبد الرحمن نقولوا له سيدي دحر. Et la photo livre enfin son secret. عمتي وما والأخا Tonton Wisha identifie les personnes photographiées. Même elle y figure.
Mais comment est-elle parvenue en Nouvelle-Calédonie? يا سيدي ضحك جا صور الفاميليا كله بعثها لمحمد بن في كالادون. شتما ثم راني حاير قعد مستحفظين بها هذه يزون كونسيرفي هذه وهذه فريمون والله يرسي تيطون فريمون يعطيه الصحة اللي يخمنهم استحفظ بهم الآن. أنا هذه كون لقيتها باش كان نشريها هاد التصويرة. الرجال فيها أمه شوفها لاج دو 20 ans ولا dans les 20 ans ma mère ماتت à l'âge de 90 ans. هي عندها 7 ans ملي مات à l'âge de 90 ans. التصويرة هذه والله عجبة. أنا قلنا خلاص ما بقاو حنا نسبهم ما بقاوش خلاص. أيوة. هذا واش نسبهم راحوا ما بقاوش. هات السيدي.